voilà, qui vont nous parler pendant 25 minutes et puis qui resteront ensuite sur la table ronde organisation apprenante, qui vont nous parler de comment est-ce qu'on arrive à impliquer sur le terrain les équipes, justement, dans ces transformations et dans cette nouvelle culture de l'apprenance. Donc je cède la parole à Romain qui va nous présenter les différents panélistes. Merci Romain. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Romain, on va faire des présentations rapides parce qu'on a 25 minutes comme vous l'avez entendu et je pense qu'organisation apprenante comme thématique on peut faire très très long. Je suis cofondateur de Clara et Clara c'est une solution de suivi de la formation au poste, donc on the job training en particulier. Et c'est particulièrement en lien avec l'organisation apprenante puisque comme on le verra on attaque l'organisation apprenante par le terrain et donc c'est le cas de mes très chers collègues juste à côté de moi, puisqu'on a mis en place ces sujets et je trouve ça intéressant à partager. Et donc en rapide pour vous présenter peut-être en deux mots tous les trois. Bonjour à tous, je suis Florent Grisot-Verrier, moi je suis responsable du Digital Learning, de l'innovation pédagogique et des programmes transverses chez MBDA. Qui est une entreprise qui fabrique, design et produit des missiles, des systèmes de missiles en Europe et dans le monde. Bonjour à tous, donc Frédéric Dutertre, moi je suis responsable du développement des compétences au Crédit Agricole Île-de-France et je m'occupe aussi des sujets de transformation managériale. Donc bonjour à toutes et à tous, Jean-Roch Houlier, moi je dirige les opérations pédagogie et digitale chez Safran University. Merci à tous les trois. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux industriels et une banque dans le secteur bancaire avec le Crédit Agricole. Et la formation au poste, c'est un sujet qui est totalement agnostique de notre point de vue. Toute entreprise doit pouvoir le faire avec des moyens qui sont à peu près similaires en termes de méthodologie. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et sur l'organisation apprenante, dans un souci aussi de définition, de notre point de vue chez Clara, c'est que l'organisation apprenante, c'est un corollaire en fait de méthodes et de process qui sont déjà en place par les opérationnels, mais qui n'ont pas ce sous-jacent pédagogique qui pourrait être poussé par le learning. J'entendais tout à l'heure l'intervention de 360 Learning sur la formation, le learning, c'est quelque chose de transverse et c'est tout à fait vrai. C'est comment on fait pour que le terrain puisse pousser en fait des initiatives learning. Mais je pense que vous avez tous les trois en fait des bons exemples à partager sur quels sont les obstacles et comment vous les définissez, comment vous faites en fait pour mettre en place l'organisation apprenante au sein d'entreprises qui sont très différentes, hein, tous les trois. Si tu veux, je démarre. Donc peut-être vous dire quelques mots sur les enjeux qui sont associés à ce qu'on fait, pour ensuite essayer de vous dire ce qu'on place derrière l'expression organisation apprenante. Et peut-être aussi ce qu'on a découvert récemment justement avec le soutien de Clara. Donc dans les enjeux qu'on a nous et auxquels on fait face, on a évidemment ce qu'on appelle l'obsession de la compétence, avec des enjeux générationnels très conséquents, les départs à la retraite, des reconversions. On en est à reconvertir des boulangers et des coiffeurs. Les montées en compétences sont des sujets vraiment essentiels pour un groupe industriel comme le groupe Safran dans le domaine de l'aéronautique, l'espace et la défense. Il y a un autre enjeu, vous connaissez sans doute, sur lequel on bute quand on est dans le milieu de la formation. On nous dit souvent qu'il est compliqué d'intégrer le learning dans le quotidien des apprenants et des apprenantes parce qu'on est bloqué par ce qu'on appelle un rapport charge-capacité quasi exclusif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace, en gros, pour le learning. Ça, c'est le sujet qu'on a toujours eu sous le nez en formation depuis très très nombreuses années. On entend souvent des gens nous dire « j'ai pas le temps ». J'imagine quand on fait un 3-8, effectivement, le temps de se former, il est assez limité. Voilà, et donc la clé, c'était de trouver une solution pour aborder le sujet de façon un peu différente. Alors très rapidement, pour ensuite passer la main à mes collègues, ce que nous, on place derrière le concept en fait, d'entreprise ou d'organisation apprenante, on a 4 piliers sur lesquels on travaille. Le premier, c'est vraiment l'accès au savoir. C'est-à-dire quelles sont les modalités d'accès au savoir dans l'entreprise. Le deuxième, c'est vraiment la façon dont l'entreprise voit l'importance de la formation. Quels moyens elle place dessus, par exemple. Le troisième, qui n'est pas facile, c'est le positionnement managérial, qui est souvent également une vraie problématique, un vrai talon d'Achille. C'est-à-dire que les managers, souvent, la formation pour eux, c'est vraiment le coût, mais c'est rarement l'investissement. Et le sujet numéro 4,
c'est le degré de coopération entre les hommes et les femmes de l'entreprise. Ça, c'est un sujet, entre guillemets, sur lequel on a beaucoup de chance chez Safran, avec ce qu'on appelle les créateurs et les transmetteurs de savoir. Nos collègues sont assez férus de transmettre les savoirs. Alors, pour revenir à la perspective qu'on a, nous, de l'organisation apprenante, j'ai envie de vous dire que moins on utilise le terme sur le terrain, mieux on se porte. En réalité, c'est une expression très éthérée et on constate qu'elle ne veut pas dire grand-chose pour nos collègues opérationnels. Donc, le constat qu'on a opéré pour arriver à installer nos systèmes de transfert de savoir sur les lignes de production, c'est de ne pas en parler et c'est plutôt d'accéder au sujet par ce qu'on appelle le besoin. Donc, c'est-à-dire le problème. Typiquement, vous prenez une ligne de production qui doit reconvertir un certain nombre de collègues pour pouvoir les mettre sur la ligne de production rapidement à devenir chaudronniers, fraiseurs, électromécaniciens en un temps record. Ça, c'est le vrai problème opérationnel. Autrement dit, l'organisation apprenante, pour nous, on pourrait le dire, n'est que le corollaire. Donc, moralité, ce que chez Safran, on a fait, on a remplacé sur les lignes de production et dans les sociétés le vocabulaire traditionnel des ressources humaines, par exemple un indicateur de nombre d'heures, qu'évidemment on conserve, mais qu'on ne présente pas aux opérationnels, en allant plutôt vers ce qu'on appelle désormais les indicateurs d'opérationnalité. Pour vous donner 2 cas, le premier c'est le TTA, c'est le Time to Autonomy, c'est-à-dire en combien de temps un collègue ou une collègue peut-elle être considérée autonome sur la ligne de production, par exemple pour ce qu'on appelle les pièces runner, c'est-à-dire les pièces qui reviennent le plus souvent sur la ligne. Ça, c'est vraiment répondre aux besoins opérationnels. Et le deuxième, qu'on a discuté avec Romain sur certaines des sociétés qui l'ont engagé, c'est le multi-skilling capacity. Ça veut dire qu'on a une opératrice sur un premier poste, on sait passer au poste suivant assez rapidement, par exemple pour aller d'un parachute militaire standard à un parachute dit stratégique, avec un nombre de savoir-faire additionnel. Ces 2 indicateurs, pour la RH, c'est nouveau. C'est vraiment parler le langage des opérationnels. Donc, je voudrais partager avec vous ce message-là. On a mis du temps à le comprendre, hein. C'est qu'en fait, moins on parle en direct de l'organisation apprenante, mieux on se porte. Il vaut mieux en faire un corollaire. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez des hommes et des femmes qui s'inscrivent comme transmetteurs des savoirs, typiquement avec les tuteurs et les tutrices, mais c'est plus le corollaire, ce n'est pas vraiment la cible initiale. Et ça, je crois que c'est important. Et vous voyez qu'en allant amener le learning sur le travail, on se colle, on s'intègre au travail et on arrive à ouvrir la porte du problème de rapport charge-capacité quasi exclusif sur lequel on se trouve opposé en général. C'est-à-dire que les RH souvent disent on n'arrive pas à rentrer le learning. Là, le learning rentre parce qu'il est colocalisé au travail. Hein. Et d'ailleurs, il est lié à ce qu'on le verra peut-être tout à l'heure en détail, à ce qu'on appelle le diagnostic préalable du travail. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Toi, Frédéric, dans le milieu bancaire, cette organisation apprenante? Alors, moi, j'avais envie de vous dire que, voilà, comme toutes les entreprises, dans un environnement qui bouge beaucoup, on a de toute façon vocation, nous, les services, je dirais, formation, à pousser ces transformations, à les accompagner, à transformer les individus. Et on s'enorgueillissait parfois du fait que le pourcentage de masse salariale dédié à la formation, il est de l'ordre de 7,5% en fait, dans nos caisses régionales, ce qui est beaucoup en fait, par rapport à une majorité d'entreprises qui est plutôt aux alentours de 3,5%, on va dire. Mais la réalité, c'est que, dans cette masse salariale associée à la formation, on va aider déjà à répondre aux exigences réglementaires qui nous importent. Ça, c'est 30% de nos plans. On va aider les nouveaux arrivants à acquérir les compétences nécessaires, 30% du plan. Et puis, le reste, les 30% ou les 40%, ça va être des actions plus volontaristes, justement, d'accompagnement de cette transformation. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité de la perception de est-ce que je suis formé dans ma boîte ou pas, elle n'est pas du tout associée en fait à cette masse salariale associée au développement des compétences que nous on porte sur les services formation. La perception de la montée en compétences chez nous, elle est beaucoup plus portée sur j'apprends sur le tas. Donc ça, c'est assez frustrant pour nous et en même temps, c'est la réalité en fait de ce qu'on partageait tout à l'heure avec Romain, c'est l'idée que finalement, c'est sur le terrain que beaucoup d'apprentissage s'opère. C'est la première chose, la confrontation en fait à la difficulté qui va m'imposer finalement d'aller chercher soit des individus, tu t'en parlais Jean-Roch, qui par altérité bienveillante vont m'aider en fait à trouver les solutions, vont m'aider en fait à monter en puissance et passer des caps, soit je vais moi-même me mettre dans un processus de captation des ressources qui vont bien pour m'aider en fait à monter en puissance. Et donc là finalement c'est moins moi et mon plan de formation que les individus eux-mêmes qui vont se confronter à cette réalité. Et donc, ça met en exergue notamment l'importance d'un individu dans l'organisation qui est le manager. Donc,
le point intéressant dans l'histoire, c'est que finalement, une organisation apprenante, c'est pas forcément, et finalement c'est assez peu même de notre point de vue, un sujet de RH. Sidonie le disait tout à l'heure, en fait c'est beaucoup un sujet quelque part de culture d'entreprise. Et donc ça fait partie des sujets que nous on a traités sous un angle plutôt transformation culturelle, avec notamment un axe intéressant qui, de notre point de vue, en fait, est facilitateur de la posture d'apprentissage de l'individu, c'est le mettre quelque part plus en responsabilité par rapport à ses missions. Finalement, le mettre en entrepreneur de ses missions. Et c'est là où finalement il va mobiliser la formation pour, par rapport aux problématiques auxquelles il est confronté dans l'exercice de son activité, devenir quelque part plus apprenant, plus compétent et plus en capacité à répondre à ses besoins. Donc c'est un sujet finalement où Clara nous a beaucoup aidé à conforter cette posture de mise en responsabilité de l'individu. Et on en reparlera pour être plus concret tout à l'heure. Donc pour revenir sur ce concept d'organisation apprenante qui est effectivement assez éthéré, je dirais galvaudé, qui pour autant pour nous reste valide et valable en tant qu'il est un idéal et une destination. Je m'explique, c'est un mot qui fait toujours peur au terrain, qui nous fait toujours peur aussi. Je pense que l'organisation apprenante en tant qu'idéal, en tant qu'objectif idéal, doit s'inscrire dans une raison suffisante de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut penser le pourquoi avant de penser le comment. C'est un peu ce que tu as dit, Jean-Roch. Pour MBDA, c'est une entreprise donc, qui fabrique des missiles, des systèmes de missiles. Depuis le conflit en Ukraine, nous avons une problématique liée à la production, et notamment la vitesse de production des produits qui sont fabriqués dans les différents pays où se trouve MBDA. On doit passer de quelques dizaines d'unités à quelques centaines d'unités par an, ce qui impose une pression et une compression des temps de production ainsi qu'une expansion des effectifs de l'entreprise. Donc MBDA, c'est une entreprise qui recrute 2500 personnes par an depuis quelques années, et c'est un mouvement qui va se poursuivre dans les prochaines années. Pour une entreprise de 16 000 personnes, c'est un accroissement énorme. C'est une entreprise qui investit énormément également sur son appareil de production. Plus de 2,5 milliards d'euros sont injectés dans l'accroissement et le renouvellement de nos systèmes de production, usines, matériel, machines, etc. Pour autant, nous avons deux problématiques quand il s'agit de penser l'accroissement de la vitesse, de la rapidité. C'est-à-dire, comment faire en sorte que ce qui est le plus cher chez nous, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire, ne se perdent pas. Et deux, comment assurer que les gens que nous allons recruter et onboarder soient opérationnels, efficaces, productifs, le plus rapidement possible. L'objectif en termes RH est formulé différemment, c'est comment augmenter le time to compétence, comment accélérer le time to compétence, c'est-à-dire le moment entre lequel je ne suis pas compétent pour une tâche et le moment où j'ai effectivement en puissance, en acte, cette compétence. Donc voilà tout l'enjeu chez MBDA, et il se pose en deux termes. Le savoir avec la transformation digitale que nous menons depuis plus de 5 ans, qui a donné une belle accélération en tout cas des matériaux de formation et des expériences de formation à travers des programmes sur le onboarding, sur le leadership et autres, mais aussi le savoir-faire. Et le savoir-faire, finalement, c'est ce qui est extrêmement précieux pour nous, pour des populations d'opérateurs et de techniciens. Et c'est là où nous travaillons avec Clara depuis quelque temps pour mettre en place finalement un système, un outil qui puisse nous permettre de pousser, et on en parlera peut-être plus tard, de pousser une culture du tutorat, de l'apprentissage au poste, tout en captant les savoirs et d'accélérer finalement la transmission et la rétention des connaissances pour des populations d'opérateurs et de techniciens. Donc voilà, chez MBDA, ce que veut dire l'organisation apprenante, c'est essentiellement l'excellence et la rapidité de transmission, de rétention des hommes, mais aussi des savoirs et des savoir-faire. Et donc, si je comprends bien, et l'organisation apprenante, pourquoi elle fait peur, c'est que cette création ou cette transmission du savoir, si elle est décorrélée d'un enjeu de productivité, d'efficacité opérationnelle,
elle n'est pas prise, les opérationnels ne s'engagent pas en fait dans ce genre de dispositif. Et donc c'est vrai que quand on dit que la formation et la dimension learning pédagogique, c'est un corollaire, c'est qu'on valorise en mettant en place une méthodologie, en impliquant le terrain dans ces initiatives, où eux-mêmes construisent en fait ces parcours, parce qu'eux sont relativement beaucoup plus au fait de comment ça se passe pour de vrai. C'est qu'eux-mêmes s'approprient en fait un dispositif pédagogique qu'eux voient comme un process ou une manière de faire fonctionner l'outil de production ou une agence dans la banque. Et c'est très important d'avoir, je pense, cette connexion entre la formation et la productivité, parce que c'est ça qui fait qu'en fait les opérationnels vont s'engager à l'intérieur et qui va in fine en fait développer une culture où on n'est pas en frontal avec deux conceptions qui vont s'opposer, entre celle du terrain et potentiellement, sans être péjoratif, celle du siège, qui est un peu dans sa tour d'ivoire, mais plutôt dans une coopération où la formation et le L&D vont arriver avec des outils qui permettent en fait au terrain d'être plus solide. Sur l'aspect méthodologie, tu voulais partager quelques mots aussi, Jean-Roch ? Oui, donc par rapport à ce que tu dis, le premier élément d'importance, c'est de ne pas aborder le projet directement auprès des ressources humaines, mais beaucoup plus auprès des opérationnels. Sinon, c'est raté. Alors, pour vous parler un peu de conduite... Mais on vous aime bien, hein, les RH, ne vous inquiétez pas. Non, je le dis directement parce qu'en fait, s'il n'y a pas un appui, une assise au sol, ça ne marche pas. Alors, en fait, la valeur ajoutée de la L&D, là-dedans, c'est vraiment la partie méthodologie, mais avec une croix de transmission qui est celle du terrain. Donc, par exemple, chez Safran, où ça a été lancé dans une première société, aujourd'hui, il y en a 11 qui sont engagés, 11 sur 12. On a commencé par une première société, on va dire en vase clos, au sens test and learn, hein, en faisant un proof of concept. Et la société avait beaucoup à amener parce que ces gens-là étaient déjà spécialistes du tutorat. Je vous dis ça parce qu'arriver avec deux variables déstabilisées, c'est-à-dire la méthode pédagogique et la solution outillée, ça fait beaucoup. Là, on avait des spécialistes du tutorat, qui vient aussi, vous le savez, du compagnonnage médiéval. Et ce qu'on a fait, c'est pas vraiment de leur expliquer comment on fait du tutorat, mais plutôt, avec Clara, d'optimiser l'action de formation tutorale, ce qui est différent, et surtout pas en digitalisant les rencontres. On aurait pu, par exemple, leur dire, désormais, le tuteur... Chat. Voilà, chat avec le tutoré. Hein, c'est pas ça, hein. C'est le digital utile, et c'est ce qu'on peut appeler une approche digitale, même si c'est d'obédience plutôt marketing, mais ça veut dire qu'en gros, c'est le digital qui optimise l'action de formation, c'est-à-dire que tout le parcours est digitalisé, mais l'acte de la rencontre, évidemment, reste physique au poste. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en ayant déjà des spécialistes du tutorat dans la société, c'est comme si la L&D avait une assise là-bas, incluant les opérationnels, comme dit Romain, qui connaissent bien mieux que nous les métiers de la production. Et le travail qu'on a fait avec eux, c'est vraiment l'optimisation du processus, mais ce n'est pas remplacer la relation. Et le point important, je vous citais tout à l'heure le talon d'Achille, le point 3 de la définition de ce qu'on appelait le Learning Culture Index d'ailleurs, hein, le manager. Dans le cas du déploiement, pour la première fois, le manager est intégré, on appelle ça le TMA, tuteur, manager, apprenant. Ça veut dire que quand on lance un tutorat, une action de formation tutorale, on a commencé par faire un livret métier qui est lié au métier sur lequel on forme. Par exemple, le chaudronnier ou la chaudronnière. On va identifier un certain nombre de compétences clés, et ce sont plutôt les opérationnels qui les maîtrisent, très souvent avec les matrices de polyvalence. Et à partir de là, le livret va engager sur l'action de formation avec la plateforme porteuse et le socle de compétences qui est dedans. D'ailleurs, vous notez que ça nous permet de nous rapprocher des compétences, qui est quand même le grand défi du moment pour le learning, va suivre toute l'action avec l'auto-positionnement du tutoré, puis ensuite le positionnement tuteur et également l'observation managériale. Ce qui fait qu'on est capable à la fin de l'action de savoir si le tutoré est autonome ou pas sur la production de certaines pièces. Et ça, vous voyez qu'en colocalisant vraiment la posologie formative au travail, pour la première fois, on est rentré dans le problème du rapport charge-capacité. Parce qu'en fait, pour le manager, à partir du moment où l'autre se forme, puis pratique, puis se forme, puis pratique, la formation s'insère sans le savoir dans le travail. Et ça, c'est un élément important qui a été l'effet waouh sur la première filiale, pour qu'ensuite, progressivement, on mette en place toute une série de dispositifs
pour rallier les autres sociétés groupes. Et la clé pour nous, c'est aussi un ralliement qui commence maintenant sur la mutualisation des livrets métiers. Ça veut dire que par exemple, un fraiseur ou une fraiseuse sur Safran Hélicoptère, Engine à bord, a quand même un certain nombre de commonalités avec un fraiseur, par exemple chez Safran Aérosystème. Même s'il y a certaines compétences qu'on peut ajouter, le socle peut rester le même. Et donc aujourd'hui, tu me disais, on a à peu près 450 livrets opérationnels. Donc vous voyez un peu ce que ça donne pour les 12 sociétés groupes. Ça, c'est vraiment un sujet pour nous très intéressant et très important. Et justement, du coup, le manager, il a deux rôles cruciaux dans ce que vous dites. Un, je pense qu'il y a un sujet de décentralisation, comment eux portent le message de l'organisation apprenante, même si on n'appelle pas ça une organisation apprenante. Et il y a un sujet, évidemment, d'exemplarité, parce que je pense que dans cette performance managériale que tu disais, Frédéric, je pense que c'est eux les porteurs en fait, de toute cette évolution de la culture de l'apprentissage. Alors effectivement, les managers ont un rôle modèle, c'est-à-dire qu'en plus dans des entreprises dont la culture est assez hiérarchique, les banques sont très régulées, donc très processées, et donc il y a cette culture quelque part un peu descendante qui opère, eh bien le manager a un rôle modélisant, il est exemplaire aux yeux de son collaborateur. Donc quelque part, lorsqu'il va provoquer une manière de faire qui va générer de l'apprentissage, typiquement, je prends une expérience qui est parfois peut être un échec et j'en fais quelque chose qui m'a appris quelque chose, évidemment que les collaborateurs vont rentrer en fait dans ce dispositif-là. On appelle ça quelque part rendre l'organisation capacitante pour les collaborateurs. Donc là, les managers sont responsables quelque part de l'espace de sécurité psychologique qui permet aux collaborateurs de s'exprimer, de tester, d'essayer, de se planter, d'en faire part sans avoir peur. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et Clara, en fait, vient outiller en fait, le manager sur la meilleure manière de le faire. Je donne un exemple tout simple. Lorsque vous provoquez des échanges entre un collaborateur et un manager et que cet échange est un peu guidé sans être surstructuré, comme disait tout à l'heure Sidonie, mais que vous intégrez des questions du type alors qu'est-ce que tu as appris cette semaine ? Évidemment que vous allez aider les individus dans leur interaction à créer ce chemin d'apprentissage continu. Et en fait, vous allez commencer à créer une culture de l'apprentissage autour de mes activités quotidiennes. Et donc, finalement, on va renforcer la perception des collaborateurs qui est moi, c'est sur le terrain que j'apprends finalement. Sauf que des fois, je ne le conscientise pas. Là, on fait un travail de conscientisation, ce qui fait que quand on est compétent inconscient, c'est quand même encore plus fort. Quand on devient compétent conscient, c'est ce sur quoi on travaille. Il y a un autre aspect, peut-être que je voulais appuyer, c'est aussi le management de la performance. En fait, je trouve hyper, en tout cas utile, de faire du lien entre le fait que je développe mes compétences et la manière dont ça produit quelque part un effet. Vous en avez parlé, Florent et Jean-Roch, finalement, mais au bout du compte, ça donne quoi ? Et nous, grâce à Clara, on réussit aujourd'hui finalement à mettre le collaborateur en responsabilité. C'est la transfo culturelle dont je vous parlais tout à l'heure. De façon assez simple, finalement, le collaborateur s'auto-évalue avant même d'aller voir le manager. Et ça provoque un échange. Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi ? Comment tu peux être ressource pour m'aider à progresser ? Mais au-delà de ça, le collaborateur peut même, grâce à Clara, provoquer un échange. C'est-à-dire il peut décider que par rapport à une situation donnée, il a envie de provoquer un échange avec son manager. Et on a rajouté en fait une couche que je trouve pertinente du point de vue management de la performance, c'est qu'on a mis les outils de pilotage de sa performance à sa disposition à lui. C'est-à-dire qu'au lieu de dire au manager, tiens, tu as l'outil de pilotage de la perf de tes collabs, quand tu vas aller les voir, tu vas leur dire s'ils sont dans les clous, pas dans les clous, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi. En fait, on le met directement à la disposition du collaborateur qui devient du coup maître du combien et qui peut s'en servir pour maîtriser comment il fait progresser justement la manière dont il aboutit à cette performance. Et donc, il devient responsable de sa propre perf. Et ça, c'est très intéressant en termes de transformation culturelle parce que le collaborateur devient vraiment l'entrepreneur de son activité. Et puis, ça déplace la valeur ajoutée du manager qui, lui, au lieu d'être le fameux leader descendant de cette culture hiérarchique, devient beaucoup plus leader ressource qui déplace sa valeur pour faire grandir ses collabs. Ça, je trouve que c'est très puissant. Et là, Clara, elle est très aidante pour ça, quoi. Merci. Et un point pour Florent aussi. Là, on parle de descendre aux opérationnels. Ça semble simple. Hop, pof, on va voir les opérationnels, on va mettre en place un projet. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision sur comment tu organises en fait justement cette
toutes les parties prenantes en fait, de l'entreprise qui vont permettre aux opérationnels d'être dans cet espace où ils vont pouvoir construire leurs outils avec un corollaire pédagogique, mais leurs outils parce que c'est pas learning opérationnel, la discussion. Elle est un peu plus large que ça, j'imagine. Je pense qu'il faut bien déjà comprendre la mission du learning dans une organisation au XXIe siècle. On en a parlé un petit peu, mais pour nous, notre mission, c'est d'être un outil pour transformer les talents en performance. C'est la mission du learning. Le lien qu'on a à faire, c'est qu'on est apporteur de solutions pour le métier. Et quand les solutions sont pertinentes, sont bonnes, vont dans le sens et de la stratégie de l'entreprise, mais apportent aussi des solutions concrètes pour le métier, pour les aider à résoudre des problématiques que leur posent leur manager, leur directeur, le métier achète immédiatement. En fait, il n'y a pas de réflexion. C'est plutôt lorsqu'on veut plaquer des solutions qui nous paraissent pertinentes en tant que RH, qu'on plaque sur le business, qu'on se heurte souvent à des impasses ou à des murs. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'une solution qui est pertinente et qui est bonne pour tout le monde et fait sens pour tout le monde, pour les premiers concernés. Pour répondre plus précisément à la question, et dans ce principe-là, je pense qu'il est important d'avoir un lien direct avec le métier pour, d'une part, sonder la température, en fait, les problématiques qu'ils rencontrent, mais aussi être à l'écoute et leur proposer des outils qui leur permettent de transformer les talents en performance. Donc, Clara est un des outils qui permet de le faire, d'accélérer le time to competence et les capacités de production de missiles et de systèmes de missiles. Ensuite, un second point sur lequel je voulais revenir, c'est l'organisation apprenante, c'est aussi, pour nous en tout cas, casser les silos. Ce qui ne va pas de soi, forcément, dans une entreprise de la défense, où chaque pays a ses secrets, où on nage dans le confidentiel, où chaque équipe ne partage pas forcément ses informations. Il faut bien avoir à l'idée qu'un livret de tutorat, c'est un travail de synthèse. C'est un travail de synthèse parce que finalement, ce qu'on a constaté et ce que font les opérationnels avant la mise en place d'outils ou de cette démarche-là, c'est d'avoir des fichiers Excel éparpillés, des listes, des bullet points qui sont à chaque fois très différents. Lorsqu'on leur propose cette démarche de synthèse, de création finalement d'un livret de tutorat, une fois que c'est fait, donc nous on est en train de le faire sur deux domaines que sont la peinture et les méthodes, finalement d'autres parties des entreprises nous disent mais c'est exactement ce que je fais. Et donc on arrive à faire converger finalement des métiers qui parfois sont peut-être différents, dans des pays qui sont peut-être parfois différents, dans des équipes qui sont souvent différentes. Et l'idée c'est d'avoir une rationalisation de la montée en compétences qui permet d'accélérer, mais aussi de réunir et de fédérer. Et c'est en ça qu'on rejoint l'organisation apprenante, c'est que mettre tout le monde autour d'un livret de compétences, d'un outil qui soit commun, c'est aussi une façon de casser des silos, c'est une façon de partager la connaissance et d'aller plus vite ensemble dans un but commun. Voilà, si je devais synthétiser, je dirais aller parler aux opérationnels, s'inscrire vraiment, s'enraciner dans les problématiques métiers et puis casser les silos pour apporter une performance individuelle mais aussi collective. Et pour ça, en l'occurrence, ces pratiques de formation au poste, c'est des choses qui existent, comme on dit, c'est des pratiques médiévales dans la plupart des entreprises. Pour autant, si on veut lancer un changement culturel, il faut pouvoir les capter, ces changements. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'est donné cette mission d'aller aider, d'accélérer ces montées en compétences sur des choses qui étaient très peut-être micro, parce qu'on parle de choses très techniques, alors pas forcément dans le domaine bancaire où on est plutôt sur des postures, mais en fait ça doit être capté parce que ce qui n'est pas formalisé en fait peut pas aider le collaborateur, on reste dans l'informalité et en fait ce qui n'est pas formalisé, et on n'est pas là pour faire de l'excès de reporting, hein, c'est pas notre enjeu encore, vous l'avez compris, c'est un corollaire, mais c'est de faire en sorte que les parties prenantes de la montée en compétences, des tuteurs, des managers, de personnes qui sont aidantes aussi dans ce dispositif, aient la possibilité de pouvoir les capter et d'intervenir en fait dans ces dispositifs. Et donc c'est pour ça que le fin mot de tout ce qu'on se raconte, et après on accueillera nos amis de Simundia, c'est que quand on aborde en fait les 90% de l'entreprise qui ont été très peu touchés dans les 10 dernières années à mon sens, c'est de pouvoir faire sens pour eux avec des outils qui touchent leur réalité day-to-day direct.
on ne peut pas leur dire c'est un plaisir d'apprendre ou c'est pour te développer. Il faut qu'en fait, ils puissent le matérialiser comme un élément qui va lui permettre de s'épanouir dans son travail parce qu'il aura les bonnes connaissances pour réaliser les tâches qu'on lui demande de faire. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. On va poursuivre par des échanges. Moi, ce que je retiens, c'est... On fera peut-être les questions un tout petit peu plus tard. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il faut vraiment enlever des cailloux dans la chaussure très concrets sur le terrain pour que ces pratiques, en fait, soient adoptées immédiatement. Il faut qu'il y ait un bénéfice immédiat, en fait, pour les collaborateurs. On va rester dans cette configuration et on va accueillir Simundi et notamment Grégoire Schiller. Bonjour Grégoire, bienvenue. Alors j'invite les personnes qui sont au fond à se rapprocher parce qu'en fait il y a pas mal de sièges qui sont disponibles et ce sera plus agréable. Je mets une chaise pour toi aussi. Et puis à ceux qui sont là depuis tout à l'heure, peut-être de vous lever pour faire un petit exercice pour vous détendre parce qu'en fait le corps est extrêmement important dans la manière dont vous allez retenir l'information. Donc je vous propose de vous lever, vous posez vos affaires sur vos sièges. Allez, qui sont les premiers à se lever? Ah. Donc je vous propose de vous lever et on va faire quelques étirements. Donc vous pouvez lever un bras, le bras droit. Vous allez le tourner comme ça. Alors ceux qui font du yoga connaissent. Et on va essayer d'aller très haut. Et puis ensuite, voilà, de se mettre sur la gauche. Et vous allez voir que cette partie-là va respirer. Voilà. Alors on va prendre 5 inspirations profondes. Et en fait, en oxygénant le corps, on va aussi oxygéner la tête. Et puis je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Donc on monte la main gauche très haut, on la tourne et on la met vers le haut. Et on la regarde. Cinq respirations également. Et puis ensuite, on va se revitaliser un petit peu en croisant les mains. Voilà. Parce qu'il ne fait pas très chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais pas terrible. Voilà. Donc, on va pouvoir relancer nos échanges donc avec nos experts qui viennent de différents secteurs d'activité. Est-ce que c'est live? Ouais, et je vais céder la parole à Sally. Merci, Madame la Présidente. Marie-Pierre Desquier, présidente de la France apprenante. Vous êtes dans les bonnes mains ici. Donc, j'ai voulu faire cette bloc d'organisation apprenante parce que dans ma carrière ici, les 25 ans que j'organise les conférences ici, je trouve que c'est une chose qui est relativement mal comprise. Et moi, j'ai eu le privilège de rencontrer Peter Senge il y a 30 ans, l'auteur de la 5e discipline, l'art et la science de l'organisation qui apprend. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et je voudrais partager avec vous et nos VIP ici, quels sont les signes, quel est le signe d'une organisation qui apprend? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Voilà. Et je voudrais juste ouvrir avec un truc. Romain, à l'instant, tu parlais d'impliquer les opérations, le field. Okay? Et moi, quand j'étais chez Digital Equipment Corporation, on avait un mécanisme qu'on utilisait tout le temps pour assurer que l'organisation apprenait. Parce que l'idée d'une organisation qui apprend, c'est quelque chose qui prend du feedback du monde extérieur et qui réagit systématiquement on réplique à les signaux qu'on reçoit. Alors voilà, imaginez une tire-bouchon. Okay? Tire-bouchon dans la tête. Okay. Chaque fois que vous avez une réunion, un projet, un événement, un débrief avec le field, voilà une idée. Posez la question, quelle était la théorie de travail? Je vous donne un exemple. Si on paye les vendeurs un gros com, ils vendent plus. Deuxième question,
de le tire-bouchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu moins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désécurisés. Avoir une petite paye de base et une grosse com, en fait, ils sont devenus désespérés. Et les clients achetaient moins parce qu'ils poussaient trop. Quelle est la nouvelle théorie de travail? On va payer les vendeurs moitié-moitié pour qu'ils soient sécurisés. Ça, c'est un exemple. Donc, le tire-bouchon, c'est un mécanisme, une organisation qui apprend qu'on peut utiliser à n'importe quel moment dans une formation, dans une réunion, dans une expérience, dans un projet. Quelle est la théorie de travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelle est la nouvelle théorie de travail? Voilà, ça c'est ma contribution et c'est une chose que je vois dans les organisations qui apprennent. Alors maintenant, je vais passer le micro à Grégoire pour ajouter et après on va parler avec tous nos clients. Merci. En 2 mots, Grégoire, je suis cofondateur et CEO de Simundia. Simundia, on est une plateforme de coaching, donc on démocratise le coaching professionnel. On existe depuis 2017. Moi, j'ai créé l'entreprise après avoir fait un coaching quand j'étais au Bangladesh. Et suite à ça, je me suis dit que tout le monde avait besoin de coaching pour être plus performant, plus épanoui dans son travail. Et donc, j'ai créé Simundia pour le démocratiser. Donc merci encore pour l'invitation en lien avec l'entreprise apprenante. Bon, effectivement, le terme peut être galvaudé, mais je pense que c'est des sujets qui restent d'actualité. En parlant ne serait-ce qu'aujourd'hui avec différents DRH, il y a vraiment un enjeu d'aller apprendre, d'aller s'adapter de plus en plus rapidement. Il y a des nouvelles technologies qui sortent de plus en plus vite. Et donc, il y a un enjeu pour les organisations d'aller être très agiles et d'aller en permanence permettre à leurs équipes de se développer en fonction des nouvelles tendances. Et donc en lien avec ça, il y a un enjeu je pense très fort de responsabilisation des équipes, de se dire que chacun doit être acteur de son développement. Je crois que c'est Frédéric tout à l'heure qui parlait d'entrepreneurs de leur développement, d'entrepreneurs dans l'apprentissage de compétences. Et je pense que c'est vraiment ce que doit insuffler aujourd'hui, ce que doivent insuffler les entreprises, c'est finalement de responsabiliser, de donner de l'autonomie à chacun, en donnant des orientations, mais en responsabilisant pour que chacun se dise que c'est clé pour lui de se développer, de développer ses compétences. Et ça, c'est très en lien avec ce qu'on fait chez Simundia avec le coaching, parce que le coaching permet vraiment de développer l'adaptabilité, permet de développer une capacité à apprendre, une capacité à prendre des décisions, une capacité de leadership. Et donc tout ça, c'est très en lien avec l'enjeu actuel finalement d'aller s'adapter de plus en plus vite dans un monde qui est très compétitif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des remarques? Déjà, Grégoire, il parle de coaching. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des programmes de coaching en place? Est-ce que vous voyez ça comme une partie d'organisation apprenante? Est-ce qu'il y a des coachs dans la salle, peut-être? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez une panel ici d'experts extraordinaires. Hein? N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions. OK. Si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Grégoire, effectivement, ce que nous, on voit au-delà de notre activité, c'est comment on amène en fait, des outils qui sont très réservés à une population cadre, qui évidemment se sont multipliés en fait, dans des configurations où les personnes avaient des ordinateurs, un accès facile en fait, à des éléments IT. Et ce qu'on voit, c'est plein d'initiatives qui me paraissent aller dans le bon sens pour essayer d'industrialiser, massifier ces accompagnements sur des populations qui n'étaient pas destinées finalement à avoir ça. Je sortais d'un entretien hier avec un client qui me disait justement, en parlant du coaching sur de la population de vendeurs itinérants, que lui, il poussait son entreprise à faire du coaching sur des populations qui n'étaient pas du tout destinées en fait. Et c'est vrai que cette démocratisation, moi, me paraît aller dans le bon sens. Enfin, je ne sais pas si c'est des choses que vous poussez, vous, en interne, mais et en allant même au-delà du coaching, c'est tous ces dispositifs, ces initiatives qui initialement étaient réservées à des populations plutôt cadres, sièges, comment on fait pour les switcher, pour être aidantes pour des populations plutôt terrain? Oui, je vous propose de rebondir sur trois thèmes qu'on a vraiment essayé de mettre en œuvre pour répondre un peu à la question. Alors, je dirais qu'une entreprise qui apprend, je dirais qu'elle coopère, mais aussi elle reflète et surtout elle veille. Alors, sur les trois, peut-être vous donner des illustrations concrètes. Sur la coopération qu'on citait tout à l'heure, dans ce que nous, on met derrière, en tout cas, la learning culture. Hein. La coopération, chez nous, c'est donc un sujet, en tout cas, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de collègues qui s'engagent dans la transmission des savoirs. Donc actuellement chez Safran, il y a ce programme qui tourne depuis quelques années, Safran enseigne à Safran.
qui permet à base vraiment large, hein, pour n'importe quel métier, n'importe quel collègue volontaire, de rentrer dans la catégorie des créateurs et transmetteurs de savoir. Autrement dit, on considère que, et ça c'est une conviction vraiment intime, chacun sait quelque chose et peut participer à la création et à la transmission des savoirs. Donc vous voyez que l'approche déjà est beaucoup plus plate sur cette idée de coopération. On part vraiment du principe que chacun peut amener quelque chose, si quelque part, sur cet asset hein, que sont les savoirs aujourd'hui, par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de capital immatériel de plus en plus importante pour Safran. Donc c'est un programme qui a beaucoup de succès. Il y a à peu près 400 auteurs-autrices actuels et on fabrique beaucoup de nos contenus qu'on appelle des contenus safranisés. Alors c'est un point important puisque c'est un différenciant dans les consommations par rapport à des librairies ou des contenus dits génériques. Je pense que ça c'est un élément intéressant pour caractériser en tout cas une entreprise qui apprend. C'est aussi pour une entreprise qui apprend la perspective de refléter. Tout à l'heure, on a parlé de ce que l'on fait sur les lignes de production. En fait, dans l'approche Clara, il y a ce qu'on appelle les praticiens réflexifs. Vous connaissez peut-être cette expression, mais c'est l'une des meilleures formes d'apprentissage qui soit. C'est-à-dire que c'est en reflétant qu'on apprend le mieux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'apprenant qui s'auto-positionne le premier et non pas le manager ou encore le tuteur hein, dans le processus d'apprentissage. Et refléter, c'est aussi se tromper. Typiquement, lorsqu'on veut faire un geste correctement et améliorer ce qu'on appelle, nous, le bond du premier coup, en général, on ne va pas avoir un bond du premier coup très intéressant au départ. Il y a un certain nombre de gestes à faire jusqu'à l'acquisition du geste de qualité, qui d'ailleurs, généralement, devient ce qu'on appelle un geste inconscient. C'est-à-dire que quand l'opératrice va coudre le parachute, à un moment donné, elle ne sait plus qu'elle sait. Elle le fait naturellement. Donc refléter pour nous en formation, c'est extrêmement intéressant et important. Ça crée vraiment ce qu'on appelle des praticiens réflexifs. Et puis le dernier point, et c'est pour ça qu'on est là toutes et tous aujourd'hui, c'est veiller. Vous voyez que la vitesse à laquelle ça va, pour une entreprise, c'est l'idée de ne plus pouvoir rester cloisonné. Et donc ce que vous faites là, ce que nous faisons là avec vous, c'est de la veille. C'est une veille active. C'est une veille qui vous garantit la longueur d'avance demain, en particulier pour les départements L&D, dans des entreprises où ça va très vite et où les métiers nous concurrencent hein, sur les bonnes idées. Donc la clé pour la veille, c'est l'ouverture finalement au monde extérieur. Et je vous cite également un projet qu'on a lancé qui est intéressant parce que ça change quelque part l'énergie telle qu'on la dirige habituellement dans un groupe comme Safran. Safran lance l'entreprise étendue, qui est un nouveau dispositif qui va permettre à nos 12 filiales de former leurs propres clients dans notre plateforme. C'est intéressant pour nous puisque jusqu'à aujourd'hui, on était dirigé exclusivement vers les clients internes, pour la première, donc nos apprenants, hein, nos collègues, dont les hommes et les femmes de l'entreprise, soit pratiquement 100 000 personnes. Pour la première fois, le groupe va ouvrir des portails sécurisés, des portails dédiés par filiale, pour celles qui le veulent, qui vont pouvoir former les clients externes sur les produits Safran. Merci beaucoup. Je vais rebondir effectivement sur ce que disait Jean-Roch. Nous, on a la conviction en tout cas que toutes les organisations finalement sont apprenantes aujourd'hui. On n'a pas vraiment le choix, de toute façon elles s'adaptent à leur environnement. Et puis on peut mettre des coups de booster. Donc les coups de booster pour moi, ça permet de reconnaître quelque part une organisation qui se veut apprenante parce que l'organisation s'en empare. C'est-à-dire qu'elle décide d'en faire un sujet. Elle décide quelque part même d'aller jusqu'à du sponsorship, du comité de direction, d'en faire un sujet de transformation culturelle. Et je pense que c'est une façon en tout cas de reconnaître une organisation apprenante. Et ça se matérialise assez concrètement. Hein. C'est ce qu'on dit, adopter des postures réflexives ou les encourager, motiver en fait les gens à se faire du feedback, essayer d'implémenter des réflexes de rétrospective sur des projets ou sur des formations qui ont été réalisées, faire des post-mortem, faire des ROI à 6 mois. Tout ça, en fait, pour moi, ce sont des facteurs très concrets en fait, qui, quand ils sont mis en place, concourent finalement à rendre l'organisation apprenante. Et c'est là où le coaching d'ailleurs peut être intéressant parce qu'il peut driver en fait ces démarches-là, il peut interroger finalement les individus à des endroits où d'ailleurs ils n'ont pas posé leur réflexion, donc c'est hyper intéressant. Bon voilà, on aide d'ailleurs nos managers dans cet esprit-là, donc le coaching à la fois managérial mais même des équipes plus projet peut être très aidant en tout cas pour matérialiser ça. Et puis j'insiste, enfin il y a plein d'autres aspects pour caractériser une organisation apprenante, mais moi, j'avais envie de vous partager le fait que
pour moi, c'est aussi une organisation qui teste, qui expérimente et qui du coup apprend en fait de tout ça. Et je vous donne l'exemple de tout ce qu'on peut essayer de tester tout un chacun dans nos espaces de formation. Moi, j'ai testé plein de canaux diversifiés, de la VR, du chatbot, des modalités podcast, vidéo. J'ai testé plein de bibliothèques de ressources. Je me suis amusé à changer les organisations en disant je vais bloquer des temps de formation dans les orgas. Et en fait, il y a des choses qui marchent, et puis il y a des trucs qui marchent pas du tout, quoi. Puis voilà, on apprend en tout cas de ces expériences-là. Moi, on bosse avec pas mal de structures et d'organisations, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Quoi qu'il arrive, une orga apprenante, c'est aussi une orga qui teste et qui apprend en fait de tout ça. Et voilà, je pense que dans ce que nous, par exemple, on a beaucoup fait progresser, on a testé un outil comme Clara. Et cet outil-là, il est venu aussi transformer notre capacité à, quelque part, manager nos équipes, notre capacité à rendre responsables nos collaborateurs. C'est pour moi un apprentissage extrêmement intéressant, quoi. Et moi, je finirai finalement ce tour de table en précisant finalement que l'organisation apprenante se pense, selon moi, à 3 niveaux. On ne peut pas penser l'organisation apprenante, c'est très conceptuel. Je vous propose de la penser au niveau de l'individu, des équipes et de l'organisation. Au niveau de l'individu, comme Jean-Roch l'a dit, une organisation apprenante, c'est une organisation qui met à disposition des individus, des outils, des plateformes ou des façons d'apprendre hors d'un plan de formation obligatoire et de la prescription. Ça peut paraître bête, mais ça ne l'est pas forcément. Dans beaucoup d'entreprises, on est très drivé par le côté administratif de la formation et souvent on se limite à l'aspect obligatoire et prescrit. Donc c'est déjà de lui permettre de le reconnaître, c'est-à-dire de valoriser aussi ce temps qui est dédié à l'apprentissage, on va dire non prescrit. Valoriser aussi, comme on l'a fait chez MBDA, en mettant en place un dispositif Do It Yourself qui permet aux collaborateurs qui sont formés de pouvoir créer leur capsule de formation en autonomie avec un logiciel auteur qu'on met à disposition suite à un parcours de formation certifiant. C'est aussi des lieux et c'est sanctuariser la formation pour les individus. Ce qu'on a fait chez MBDA en créant des espaces de formation, des Digital Labs. Donc on a une Learning Factory sur notre site du Plessis-Robinson et un Digital Lab sur notre site de Stevenage en Angleterre qui permet de finalement sanctuariser, sacraliser ce moment de partage des connaissances avec des dispositifs de captation, notamment vidéo, podcast, 3D, VR, immersif, où on peut effectivement tester, expérimenter, diffuser pour des équipes ces dispositifs de formation. Donc ça, c'est au niveau des individus. Au niveau des équipes, c'est également encourager les managers déjà à proposer des temps de réflexivité pour les équipes, ce qu'on essaie de pousser, mais également à repenser une culture managériale, notamment avec des outils qu'on utilise comme l'intelligence artificielle aujourd'hui chez MBDA, grâce à la plateforme Skillsoft notamment, qui nous permet de mettre à disposition des managers un bac à sable virtuel où ils pourront se confronter à des scénarios qu'ils auront à rencontrer, donc notamment très utile pour les primo-managers, avoir une conversation difficile avec un collaborateur, adresser des conflits, etc. Aujourd'hui, ces plateformes, ces nouveaux outils, et notamment l'IA générative, nous permettent d'adresser la formation de manière plus efficace pour nos managers. Et puis, dernier point, c'est de penser l'organisation apprenante au niveau de l'organisation. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est au niveau des comités exécutifs et au niveau du leadership. Et là, pour nous, il a été très important de repenser la façon que nous avions de proposer des formations de leadership, en prenant en compte notamment des besoins et des problématiques de l'industrie, comme la féminisation des métiers de l'industrie. Donc, on a développé, en partenariat avec une grande école parisienne, un programme sur le leadership au féminin, mais également de repenser notre formation pour les top exécutifs en termes de leadership, pour les mettre en contact avec un coach, avec des coachs, permettre de se confronter, de penser non pas en termes d'individus, en termes de leaders, mais en termes d'organisation. Donc voilà, je dirais organisation apprenante, oui, sous réserve de mise à l'échelle, individu, équipe, organisation.
Peut-être un dernier mot pour rebondir sur les managers qui effectivement sont clés pour nous, qui sont clés parce que c'est des courroies de transmission entre les directives de l'entreprise et les opérationnels, donc c'est eux qui doivent transmettre les messages et c'est un rôle qui est très, très difficile. Et ensuite, pour effectivement mettre en place une politique learning, les managers sont aussi une courroie de transmission parce que si eux sont convaincus, ensuite ils vont aller convaincre leurs équipes. Et donc nous, c'est notre conviction aujourd'hui chez Simundia que le coaching est aussi le meilleur outil de développement pour ces managers. Et pour rebondir sur quelque chose qui me semble essentiel, voilà, j'ai énormément d'intelligence artificielle et nous-mêmes chez Simundia, on développe des outils d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est un salon aussi ressources humaines et que l'aspect humain reste primordial, l'aspect dialogue, l'aspect d'encourager la communication entre les équipes. Et là-dessus, voilà, donc c'est ça. Je pense que ça reste quelque chose à l'ère de nouvelles technologies, etc., qu'il faut garder en ligne de mire et continuer d'encourager au maximum pour aller dans le sens de ces organisations apprenantes. Je pense à ce que Grégoire vient de dire. Comme vous constatez avec mon accent, je suis britannique. Est-ce que vous savez ce qu'on mange au petit déjeuner en Angleterre? Eggs and bacon. OK? Eggs and bacon. Dans ce petit déjeuner, la poule, elle contribue. Mais le cochon est impliqué. Donc, il faut que la direction passe de poule en cochon. C'est ça que tu disais. Hein? Ouais, bon, je vais donner la dernière parole à notre modératrice, la brillante Marie-Pierre. Madame la Présidente. Merci beaucoup. On va maintenant faire une pause. Alors moi, je suis très heureuse parce qu'en introduction, on avait justement parlé d'un certain nombre de concepts autour de l'impact, du management, de comment est-ce qu'on apprend en transmettant notamment, et par les pairs et par l'échange, et en ayant une certaine réflexivité par rapport à ce qu'on fait. Et on voit bien que dans les expériences terrain, c'est bien ça qu'on va retrouver. Il y a aussi un autre message que j'ai envie de vous transmettre pour conclure, c'est qu'il ne faut pas instrumentaliser la formation. Il faut laisser l'espace pour que chacun puisse s'emparer et il faut donner aux gens des outils de conscientisation des bénéfices qu'ils vont avoir à participer à ces formations. Et ouvrir le champ, c'est-à-dire se dire qu'en fait, la formation, l'entreprise apprenante, c'est une manière aussi pour eux de développer leur projet de vie et de reprendre la main sur leur vie en matière d'employabilité, qu'elle soit interne, que ce soit des mobilités internes ou externes. Et puis, ça apporte aussi à l'entreprise une vraie marque employeur plus attractive. Lorsqu'on sait qu'à un endroit, on va se développer et qu'on ne va pas être pressé comme un citron, je pense que ça change la donne. Et puis la conclusion de tout ça, c'est que ça réengage énormément les collaborateurs à partir du moment où ils sont volontaires pour se former. Alors, ils ne seront peut-être pas tous, et puis après, ça va arriver par propagation. Ça réengage les collaborateurs et donc vous allez retrouver de la productivité. Moi, je suis persuadée en fait que la valeur ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra plus de l'extérieur. Il faut qu'on arrête de parler de croissance. En revanche, elle viendra de la valeur humaine qui existe en entreprise et qu'il va falloir canaliser. Aujourd'hui, on a des chiffres d'engagement en entreprise qui sont très faibles. L'Institut Gallup fait une étude internationale tous les ans. Les gens qu'on dit engagés, c'est-à-dire les gens qui vont être force de proposition, qui vont lancer des projets, des améliorations, c'est entre 10 et 15%. Le reste a lâché les rames et donc vient prendre son salaire. Et puis vous en avez qui sont activement désengagés. Donc ça, c'est ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas contents, etc. Alors pourquoi ça tourne toujours ? Parce qu'en fait, les 10 à 15% d'engagés, c'est ceux qui sont au pouvoir dans les entreprises. Et donc les autres sont un peu obligés de suivre. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une pause d'une demi-heure pour notre part, mais en revanche, les intervenants sont à votre disposition pour échanger et vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Est-ce qu'on fait ça avec le micro ou plutôt de manière informelle ? En tête-à-tête, vous pouvez bénéficier de l'expertise de nos intervenants. Merci à vous en tout cas.